petite parenthèse sur l'outil sur lequel on se connecte qui s'appelle Visio et qui est un outil développé par la DINUM, la Direction des services numériques du ministère, qui a l'avantage d'être un outil souverain hébergé chez nous, ce qui est quelque chose qui me paraît plutôt intéressant. Pour être tout à fait transparent, c'est une première, donc on espère que ça va se dérouler sans anicroche. Aujourd'hui, donc, on va parler, des appels à projets, de 2 missions qui sont, proches des thématiques du cluster, bio-environnement et c'est pour ça que c'est nous qui vous en parlons aujourd'hui. Donc sur la thématique, santé des sols et restauration des océans et eaux et on va couvrir les programmes de travail des années, 2026 et 2027. Au niveau du déroulé, de la session, on va dans un premier temps vous présenter, le PCN, parler de programme Horizon Europe pour ceux qui sont pas forcément familiers avec, parler de la place des missions, dans Horizon Europe, et dans le pilier 2. Ensuite, on fera un petit focus sur la mission Océan et Eau qui sera la première qu'on va aborder. On en profitera une fois après avoir, expliqué, ce qu'est la mission Océan et Eau, d'expliquer comment se passent les candidatures de façon, très concrète. Et puis ensuite, on regardera quelques données, sur les statistiques de participation et de succès. Et enfin, on plongera, si j'ose dire, dans les topics, de cette mission-là, pour les années 26-27. Et ensuite, Vincent prendra la suite, pour, réaliser le même travail finalement sur le côté, mission, sol et santé des sols. Si vous avez des questions aussi, hésitez pas à les mettre dans le chat, heu, en parallèle. Donc, le PCN, donc le nom complet, c'est, alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement, qu'on abrège volontiers en bio-environnement, parce que c'est quand même un nom qui est très long. Et donc aujourd'hui, on vous parle, des missions qui sont un outil spécifique sur lequel on va s'attarder. Donc au niveau de l'équipe, donc bon, moi-même je suis coordinateur, du PCN. Et puis dans l'équipe, donc par ordre alphabétique des noms de famille, Mathilde qui est à 40 chez nous, Fatia qui est connectée ici et qui est à 60 Vincent qui est à 40 et Simon à 40. Ces pourcentages, en fait, c'est, du temps qui est détaché de leur employeur principal pour, effectuer leur fonction, de PCN auprès, du ministère. Donc voilà, donc c'est une équipe qui finalement est, avec une coordination au niveau du ministère, mais une implication, dans diverses structures et divers territoires. Alors, la structure d'Horizon Europe, je pense que beaucoup autour de la table, vous connaissez. J'ai quelqu'un dans le chat qui dit qu'il a pas le son, Fatia, tu me confirmes, c'est chez lui qu'il y a un problème, hein? Toi, tu m'entends, hein? Oui, Donc oui, si on oui, peut peut-être oui. lui mettre un message, Ça y est, le son pour fonctionne. pour lui dire. Donc la structure d'Horizon Europe, donc les 3 piliers plus le pilier transverse, sur une programmation donc 2021 à 2027 et là, il faut bien avoir en tête et surtout pour l'émission, on est sur la fin de programme, donc 26-27, c'est vraiment la fin de la période, qu'il y a là-dedans. Hem, Au niveau des piliers, vous avez vraiment le pilier 1 qui est dédié à, la science d'excellence, le pilier 3 qui est beaucoup plus sur l'innovation au sens de prendre les résultats et les amener, vers de la création de valeur principalement, économique, mais pas que. Et puis le pilier 2 qui va nous concerner aujourd'hui, où on a, problématique mondiale et compétitivité industrielle et dans lequel on a, les missions et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, en lien assez fort avec, le cluster 6 donc bio-environnement. Au niveau, de pourquoi le cluster 6, parler des missions et puis on va également parler, des partenariats, très rapidement. En fait, il y a une planification stratégique qui a été faite avec différentes consultations, des impacts attendus et puis, là, aujourd'hui, on s'inscrit dans la planification stratégique 2025 à 2027 avec toutes les thématiques que vous pouvez voir et qui sont, entre autres en lien avec les grandes orientations de la Commission européenne et puis les objectifs de développement durable, des Nations unies et en fait, vous avez 3 déclinaisons, donc le cluster 6, sur la thématique bio-environnement, les missions, qui sont vraiment, des outils avec, une ambition, assez forte et ambitieuse affichée. On y vient juste après et puis les partenariats, qui sont, des outils qui permettent de faire un petit peu levier, sur le financement disponible européen avec des cofinancements, nationaux et ou privés, sur des thématiques vraiment, spécifiques.
Donc ça, c'est la structure globale et donc c'est important d'avoir en tête, comment se positionnent, les missions. Ça fait partie de cette dynamique-là au sein de la structure de Horizon Europe. Donc je parlais des missions. Les missions ont vraiment un programme de travail qui leur est dédié. C'est-à-dire que vous avez le programme de travail, du cluster 6 qui sera présenté, sur la journée de demain auprès durant 2 webinaires qui seront également enregistrés et sur le support, donc qui sera disponible sur le site, en début de semaine prochaine, vous avez, le lien cliquable vers le programme de travail des missions. Donc au niveau des missions, on en retrouve 5. La mission cancer, donc qui est plutôt rattachée, au cluster santé. Le cluster, sol et santé des sols, pas le cluster, la mission pardon, sol et santé des sols, la mission, océan et santé des océans, qui sont donc rattachés au cluster 6 et puis 2 autres missions, adaptation au changement climatique et smart cities, qui sont, 2 autres missions qui sont plutôt rattachées au cluster 4 et 5. Au niveau de la mise en œuvre des missions, il y a vraiment eu, 2 phases. 2022 à 2025, c'était développement et pilotage, donc on met des graines en place, on fait émerger des initiatives et sur la période 2026-2030, puisque les projets, sont, attendus d'aller jusque-là, on a, vraiment une phase plutôt de déploiement et de mise à l'échelle et vous le verrez d'ailleurs, hein, au niveau des appels à projets, ça se ressent. Il y a quand même beaucoup de projets qui sont, tournés vers, l'innovation et les déploiements, beaucoup plus que sur la création de connaissances. Un petit éclairage sur j'allais dire du vocabulaire, c'est plus que du vocabulaire, c'est vraiment un élément important des missions. On va parler souvent, de laboratoires vivants, de sites d'expérimentation des laboratoires vivants. Et de phares, donc initiatives phares avec, donc voilà, c'est ce qu'on va appeler les living labs et les lighthouses, et avec, un petit peu ce graphique que vous avez ici sur la partie gauche et l'explication de ce qu'il y a, sur le côté droit. Donc laboratoire vivant, c'est vraiment quelque chose qui est, de relativement large diffusion, qui contient des expérimentations, et des partenaires et puis, donc, le but donc par rapport à la mission, je prends l'exemple sur le côté, santé des sols, c'est vraiment au niveau de l'environnement, qui est concerné sur ce laboratoire vivant et donc dans un laboratoire vivant, vous avez plusieurs sites d'expérimentation qui, eux, pour le coup, sont vraiment très locaux et le but, c'est, sur site, de co-créer, des connaissances et innovations. Quand on dit co-créer, c'est vraiment, une des caractéristiques des missions aussi, c'est qu'on a des partenaires qui sont multiples, dans le projet comme c'est indiqué au centre ici. Heu, le but, c'est pas simplement d'avoir des laboratoires de recherche et des industries, c'est vraiment d'impliquer l'ensemble des parties prenantes et c'est vraiment quelque chose qui est assez caractéristique des missions et du reste, on le voit beaucoup, sur les appels à projets, sur le sol et Vincent en parlera tout à l'heure avec une approche multi-acteurs qui est vraiment, mise en avant de façon, très, très prégnante. Et puis, bah, les phares qui sont vraiment des choses, qui ont vocation beaucoup plus à rayonner, et on est plus sur l'expérimentation et de la démonstration. On est vraiment sur des niveaux de maturité technologique un peu plus élevés, on va rechercher de la performance et du rayonnement à partir d'un site local, autour d'un écosystème. Je poursuis en rentrant directement sur la mission, océan, donc Restore Our Ocean and Waters. Alors comment est-ce que, c'est construit? En fait, sur les missions, on va avoir des objectifs spécifiques. En l'occurrence, les 3 qu'on a ici, donc protéger et restaurer les écosystèmes marins et d'eau douce, ainsi que la biodiversité. Le second qui va être prévenir et éliminer la pollution de nos océans, mers et eaux. Et le troisième, rendre l'économie bleue durable, neutre en carbone et circulaire. Et vous verrez, on retrouve, globalement, dans chacun des appels à projets, il y a des liens qui sont, assez, évidents, rien n'est jamais évident, mais qui sont, assez clairement, indiqués. Et donc, on a l'objectif principal qui est chapeau, on a décliné ça, sur les objectifs spécifiques. Vous avez ce qu'ils appellent les cross-cutting enablers, qui sont vraiment des leviers d'action, importants qui sont à mobiliser sur les réponses aux appels à projets. Donc Digital Ocean and Water Knowledge System et Public Mobilization and Engagement. Et puis on a à la fin, les outputs où on va vous retrouver finalement les bassins qui sont attendus et on le reverra beaucoup sur les appels à projets, mission, eau et océan. Il y a beaucoup d'appels à projets qui sont avec une approche, finalement, il va falloir couvrir un petit peu, chacun, de ces enjeux qui sont décrits ici. Donc en fait, ça va être des appels à projets
sur lequel on aura, le plus souvent 4 lauréats, et il est indiqué que les projets sont sélectionnés bien sûr sur la base de leur notation, mais avec la condition qu'il y ait au moins un projet financé, par région. Donc si vous avez, 5 projets notés 15 sur 15, sur le Danube, et que le meilleur projet, sur la région Atlantique et Arctique, il est noté, 14, bah, il y aura ce projet-là qui est noté 14 qui sera financé, plutôt qu'un second projet sur la région du Danube pour permettre une couverture géographique et toujours dans cette approche de vraiment, déployer l'impact pour, avoir une une action, sur le monde réel. C'est vraiment quelque chose qui est assez central dans les missions. Vous avez ici, décliné ça en objectifs, pour l'essentiel qui sont chiffrés. Donc on retrouve nos 3 objectifs et puis on voit sur la partie droite en grise, les objectifs qui sont, indiqués et donc là-dessus, c'est important quand vous rédigez, vos appels à projets, là, on va d'ici quelques dizaines de minutes se plonger dans les topics, eux-mêmes. Il y aura le texte de l'appel à projet que je vous invite à lire, matin, midi et soir quand vous allez rédiger votre réponse à appel à projet. Malgré tout, le contexte global de pourquoi l'émission, quels sont les objectifs, au sein de quel objectif spécifique je me positionne et quels sont les indicateurs, liés à ça et comment mon projet y contribue, c'est quelque chose qui est, tout à fait important. Le but, c'est pas simplement de dire, «Mon projet est très bien». Oui, il est très bien certes, mais il est très bien sur quel axe? Comment je le relie aux ambitions qui sont celles de la mission, et comment je le relie aux impacts attendus qui sont ceux des missions. Donc ça, c'est vraiment un point, à garder en tête et quand vous rédigez ça, oui, le texte de l'appel à projet, mais oui aussi, la description, de la mission que vous retrouverez dans le programme de travail et du reste. Ça, c'est pas quelque chose qui est, ni très exotique, ni caché. Donc voilà, on a, parcouru, rapidement la structure de la mission, eau et océan. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de prendre un petit pas de côté sur, bah, comment je prépare ma candidature, quels sont les types d'appels à projets sur lesquels, je vais aller me positionner et donc là, on va rentrer vraiment, de façon, très pratique, dans la réalisation, donc l'instrument, de financement Horizon Europe finalement. Vous allez retrouver, 3 types d'appels à projets, donc ce qu'on va appeler les RIA ou RIA, Research and Innovation Action, les IA Innovation Action et CSA Coordination and Support Action. Alors, ce qui va différencier, principalement ces outils de financement, ça va être le focus, sur les RIA, on va être beaucoup plus sur des niveaux de maturité technologique plus faibles. On va avoir un objectif de produire, de la connaissance finalement, développer une technologie, essayer un prototype à petite échelle. Et donc du coup, par rapport au côté, innovation et déploiement, on a un risque de ne pas arriver sur le marché, qui finalement est relativement élevé et donc à ce titre, la commission dit aux gens qui participent à ces projets-là: «Le risque est important, votre retour sur le marché est d'une part incertain et d'autre part plus lointain, donc on partage, enfin on fait plus que partager le risque avec vous, on porte le risque puisqu'on finance l'ensemble des activités du projet à 100. Sur les appels à projets Innovation Action, on est sur des niveaux de maturité technologique plus élevés, et on va en retrouver beaucoup, dans les missions qu'on va présenter, parce que comme j'expliquais, on est sur une phase plutôt de déploiement sur la fin, du programme. Et donc là, ce qu'on voit vraiment, c'est, aller, produire, des choses qui vont, permettre un impact réel, avec, des démonstrations, des validations, à grande échelle, parfois même quelques premières commercialisations. On a aussi des appels à projets sur l'essai et le déploiement de modèles économiques nouveaux. Donc ça, c'est vraiment des choses à prendre en compte aussi. Heu, sur ce côté IA, on a une approche, marché et innovation qui est beaucoup plus importante. Et donc du coup, ça se ressent aussi sur les taux de financement puisque, la commission dit, si vous êtes une entité for profit, donc lucrative, donc pour parler clairement, plutôt les industries et PME, votre taux de financement sera de, 70 et pas 100 puisque vous êtes plus proche marché et qu'on attend, de votre implication qu'elle, se fasse avec un retour, en termes
de retombées économiques, à relativement court terme et avec beaucoup moins d'incertitudes. Donc on demande aux acteurs, dits économiques, de contribuer à hauteur de 30 des coûts puisque leur financement n'est qu'à hauteur de 70, ce qui reste malgré tout assez intéressant. Pour les acteurs non-profit, puisque par définition, ils ne sont pas intéressés aux retombées économiques, en termes de chiffre d'affaires ou de business model derrière, là-dessus, eux conservent un taux de financement à 100 sur les IA également. Enfin, troisième type de projet, Coordination and Support Action, c'est, comme c'est écrit, hein, vraiment plutôt des mesures d'accompagnement. Donc on va être, sur, du réseau, de la stratégie, du dialogue politique. C'est des projets sur lesquels il n'y a pas un euro qui est mis sur de la R&D. C'est vraiment des projets qui sont, de niveau, stratégique et de mise en réseau. Et donc, dans ce type de dispositif de financement-là, de façon assez logique, le taux de financement est à 100 pour tous, puisque, c'est des éléments d'ordre plutôt stratégique et pas forcément, heu, techniques et qui vont permettre de déployer des nouvelles, technologies et donc des nouvelles sources de chiffre d'affaires. Pour l'ensemble de ces projets, et d'ailleurs c'est valable, pour l'ensemble du pilier 2, les projets sont éligibles, si, bon bien sûr il faut répondre à l'appel à projet, mais ça c'est un critère d'évaluation plus que d'éligibilité. Sur l'éligibilité, il faut avoir au moins 3 structures indépendantes, d'au minimum 3 pays différents, dont au moins un État membre, mais bon, a priori tous les gens autour de la table aujourd'hui, auront au moins un partenaire français dans le consortium. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est, rarement oublié. Je veux simplement le mettre en avant pour préciser, 2 choses. Quand on dit des structures indépendantes, ça a son importance. Si vous avez dans votre consortium, un grand groupe, par exemple, qui a, une entité en France, une entité en Allemagne, une entité en Espagne, ce ne sont pas des entités indépendantes, donc ça ne peut pas compter comme des entités, indépendantes, représentant 3 pays, puisqu'elles sont liées, donc vous n'aurez pas vos 3 pays. Ça, c'est le premier point. Le second point que je voulais mettre en exergue, la limite légale, on vous dit de faire 3 pays. De façon pratique, je ne saurais que trop vous recommander de viser d'avoir au moins 4 pays, pour une raison, c'est que si en cours de montage de projet, vous avez, un partenaire qui fait défaut, alors c'est pas souhaitable, mais ça arrive. Si vous avez 3 pays et que ce partenaire qui fait défaut, venait à être le seul représentant, pour son pays, votre projet devient non seulement, si vous me passez l'expression, un peu bancal, puisqu'il y a un partenaire qui quitte le navire, mais il devient inéligible si vous n'avez plus que 2 pays à bord. Alors que si vous avez, pris la «précaution» entre guillemets d'avoir 4 pays dans votre consortium, s'il y a un partenaire qui quitte le navire, il y aura toujours une période de turbulence et d'incertitude forte, puisqu'il faudra réajuster le projet, éventuellement faire rentrer quelqu'un d'autre, répartir les actions et cetera. Donc ça reste quelque chose de délicat, mais vous n'aurez pas forcément à gérer, la question de l'éligibilité. Donc c'est vraiment, une précaution à laquelle je vous invite. Une fois qu'on a dit ça, concrètement, comment je fais ma candidature? Alors, les projets européens, c'est quelque chose qui est, éminemment compétitif et les missions ne font pas exception. On perçoit souvent, je pense largement à tort, les projets européens comme étant, quelque chose d'extrêmement complexe. Le fait est qu'on peut présenter sur une diapo, de façon, assez exhaustive, qu'est-ce qu'il faut faire pour candidater. Vous avez 2 parties, la partie A, la partie B. La partie A, c'est les informations, légales et financières, donc qui sont les membres du consortium. Qui sont les personnes impliquées, dans chacune des structures, où est-ce que vous êtes géographiquement et cetera. Enfin voilà, vraiment des informations, légales et administratives et puis vous allez reporter aussi, sur cette partie A, le budget, du projet, tel que vous l'aurez discuté. Donc c'est une plateforme qui de prime abord, peut être un peu intimidante, mais qui, globalement, fonctionne tel qu'on l'attend, et c'est plus un peu intimidant que réellement, un Everest administratif. Le second point qui, va constituer, l'essentiel de votre travail quand vous déciderez d'aller sur des projets, européens, ça va être la partie B, qu'on appelle partie narrative et alors je vais m'arrêter dessus, je l'ai mis en gras, en rouge, c'est pas par hasard.
Ce document B, son nom, c'est une partie narrative. Ce n'est pas un document scientifique, ce n'est pas un business plan, ce n'est pas un article scientifique, ce n'est pas une brochure de communication. C'est une partie narrative où vous allez, en tant que consortium, expliquer, autour de la structure des 3 sections qui sont présentées, donc Excellence, Impact, Implementation, sur lesquelles on va s'arrêter juste après. Mais dans le cadre de ces 3 sections, vous allez expliquer comment vous avez compris la question et pourquoi votre projet est celui qui répond le mieux à la question. Ça va être ce que vous allez présenter dans l'impact. Vous allez expliquer comment votre projet répond à la question en délivrant l'impact qui est attendu, et je fais écho juste à ce qu'on a dit avant avec, les objectifs spécifiques d'émission, les indicateurs auxquels il faut se référer. Et puis le côté implementation où finalement c'est la mise en œuvre, comment vous allez, réaliser ça. Et vraiment, c'est un document, d'une quarantaine de pages que vous soumettez, sur lesquelles ça doit être une narration. Ce n'est encore une fois, c'est le but, c'est pas d'être, exhaustif scientifiquement. Le but, c'est pas d'être, ultra détaillé, sur les parties, business et impact. Le but, c'est pas d'avoir, un plan de travail, parfaitement aux petits oignons. C'est d'avoir l'ensemble de tout ça, qui tienne en 40 pages et qui soit, si j'ose dire, lisible, au sens de la narration, donc presque comme une histoire. Vous avez déposé votre projet, vient, la partie évaluation. Sur, l'évaluation, en fonction de ce qu'on appelle, à l'enchère hollandaise, vous démarrez avec 5 sur 5 à chaque section, pardon, et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas aligné avec les attentes de l'appel à projet, on vous dit, «Ceci est un, défaut du projet, majeur, mineur» et cetera, et donc en fonction de la gravité des erreurs, on va vous enlever, 0,5 points, 1 point, 1,5 point. Si vraiment c'est des faiblesses, on va vous enlever 2 points directement. Heu, donc le but, c'est, d'être parfait, de répondre parfaitement aux questions qui vous sont, adressées. Vous l'aurez, en fin de diaporama. On vous parlera, du rôle des experts évaluateurs et de la possibilité que vous avez de devenir expert évaluateur. Vous verrez que, les guides de formation des évaluateurs sont publics, donc ça, vous pouvez faire l'effort d'aller regarder ces documents-là pour voir comment sont formés, les évaluateurs sur le travail d'évaluation. La grille d'évaluation, c'est-à-dire le document qui est utilisé par les évaluateurs, pour, consigner, leur appréciation, du projet, c'est quelque chose qui est également public. Et vraiment, je vous engage à faire l'effort d'aller, prendre connaissance de ces documents-là. Ça vous évitera de ne pas répondre à une question qui est dans la grille d'évaluation, et où simplement vous allez risquer d'être pénalisé, non pas parce que la réponse est mauvaise, mais simplement parce que vous n'avez pas traité la question. Donc ça, c'est parfois, quelque chose d'assez frustrant. Je me rends compte en le lisant qu'en fait, c'est même pas en fin de diapo, c'est que je vous l'ai mis ici. Source avec le formulaire d'évaluation et guide d'évaluation. J'en profite également pour souligner, un élément qui fait, écho à des questions qu'on a régulièrement en tant que PCN, puisque si vous avez des questions sur les appels à projets, les PCN sont là pour vous répondre, hein. Nos coordonnées, sont présentes dans la présentation, sont largement publiques et on a plaisir à être contactés, sans souci pour ça. Heu, Si vous avez donc je disais des questions, contactez-nous, et une des questions qu'on a régulièrement, c'est, est-ce que, c'est important d'avoir, des pays sous-représentés? Souvent on nous parle de l'Europe de l'Est. En fait, c'est un critère qui peut faire la différence quand il y a, des projets qui sont ex aequo. En fait, quand il y a et encore une fois, ça vous l'avez dans le document, guide d'évaluation en diapo 54, si mes souvenirs sont bons, sur le deuxième lien. Heu, on donne les règles et leur hiérarchie. Donc en fait, si vous avez 2 projets qui ont la même note, on va premièrement regarder, quelle est, la section sur laquelle il y a la meilleure note ou les moins bonnes notes, et typiquement si on est sur un projet IA, donc Innovation Action, on va accorder une pondération un peu plus importante à un projet qui a une meilleure note à l'impact plutôt qu'à l'excellence. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il va y avoir donc les complémentarités techniques, mais ça, on n'en a pas sur la partie mission parce qu'il y a assez peu de projets en doublon. L'équilibre des genres dans le consortium. Alors, 2 éléments. Vous avez dans la proposition une section qui est Gender Dimension, qui est quelque chose qui est évalué, que vous retrouverez, dans le formulaire d'évaluation et dans le guide d'évaluation qui est fourni aux évaluateurs. Ça, c'est une question. Là, quand on parle d'équilibre des genres dans le consortium, c'est qu'on va simplement regarder
dans les partenaires du projet, qui sont les personnes impliquées et quel est le ratio femmes-hommes et globalement, plus on tend vers la parité, mieux c'est. Donc ça, c'est quand même un peu, je profite pour souligner ça parce que dans la partie A, parfois on a tendance un peu à survoler ça, à se dire: «Oui bon, j'ai mis, le nom, de la collectivité et puis de la personne en charge, je vais pas rentrer toutes les personnes qui vont travailler sur le projet, c'est un peu fastidieux. Je vais mettre, le nom de la directrice ou du directeur de laboratoire, je vais pas mettre le nom de toutes les personnes qui vont être impliquées». Ça peut faire défaut, parce que ça peut être quelque chose qui fait la différence sur 2 propositions qui sont, excellemment notées, qui, ont la même répartition des notes entre les différentes sections. Ce qu'on va regarder, c'est l'équilibre des genres dans le consortium. Et après, ce critère-là, donc si ce critère-là ne permet toujours pas de faire la différence, effectivement, la partition géographique, va rentrer en ligne de compte. Donc oui, ça peut avoir une importance, maintenant il faut être conscient que c'est quand même le troisième chiffre après la virgule pour le dire un peu trivialement, et donc c'est pas parce que vous avez un partenaire hongrois et un partenaire polonais que nécessairement votre projet va être financé. Ça ne vous dispense en aucun cas, ni d'être excellent, ni de vous occuper des aspects, de l'équilibre des genres avant, de la partition, géographique. Voilà. Ceci étant dit, si il est pertinent, d'avoir des pays sous-représentés pour répondre techniquement à la question, faites-le. Je suis pas en train de dire de ne pas les impliquer, mais ce n'est en aucun cas un sauf-conduit vers le financement, d'avoir, des partenaires de pays sous-représentés. Pour terminer sur le côté, comment candidater, en termes de timing, en général, on considère qu'il y a à peu près 1 an entre le moment où vous commencez à rédiger votre proposition, et le moment où, le projet démarre. On va dire que vous avez entre 3 et 5 mois de rédaction pour le faire dans des conditions, correctes. Plus c'est parfois mieux, moins c'est parfois possible. Ce qu'on observe généralement, c'est l'ordre de grandeur, on va être sur 3 à 5 mois de travail effectif, pour préparer ce document, part B, partie narrative. L'évaluation, une fois que vous avez soumis, jusqu'au moment où vous avez la réponse, légalement, c'est 5 mois. On a souvent les réponses un petit peu avant, mais globalement, comptez 4 5 mois. Et ensuite, vous avez, si vous êtes, invité, ce qu'on appelle invité à contractualiser, la phase qu'on appelle de grande preparation, où vous allez faire de petits ajustements, techniques, relativement mineurs et puis préparer, la phase de contractualisation. Ça peut prendre jusqu'à 4 mois. Encore une fois, là-dessus, la rapidité de cette phase dépend, d'une part de la simplicité ou complexité de votre dossier, du nombre de commentaires qu'il y a eu dessus et de votre diligence à traiter les commentaires qui vous soient adressés, par le project officer, le legal officer ou le financial officer côté commission pour aller, de ce courrier de notification d'invitation au financement à, la contractualisation et le démarrage du projet, effectif. Voilà sur le côté comment on candidate et on va passer maintenant, à, quelques analyses de données. Donc puisqu'on a vu comment candidater, on a vu que c'était des taux de financement, assez élevés. On a vu que c'était, des appels à projets qui étaient, internationaux, collaboratifs, dirigés par, des orientations politiques. Maintenant, encore une fois, pour le dire trivialement, est-ce que ça vaut le coup, d'aller candidater là-dessus? On va parler, de 4 grandeurs qui vont être le taux de retour, le taux de succès, la part de financement demandée et la part de financement obtenue. Et je vais m'arrêter un petit peu là-dessus parce qu'il y a parfois des confusions entre les 2 qui mènent à des mauvaises perceptions, du niveau de compétition, dans Horizon Europe. Alors oui, ce sont des appels à projets compétitifs, non, tous les appels à projets ne passent pas, mais certaines confusions parfois ne rendent pas service, ni à la France puisque les gens ne candidatent pas assez, ni aux porteurs de projets puisqu'il certains passent à côté d'opportunités, sur la base de mauvaises interprétations de données. Donc quand on parle de taux de retour, c'est les euros captés par les partenaires français, divisés par les euros disponibles sur les appels ciblés. Donc s'il y a 100 millions d'euros disponibles sur l'ensemble des appels à projets et que la France récupère 10 millions d'euros, le taux de retour, il est de 10. Le taux de succès, c'est les euros captés par les partenaires français, divisés non pas par les euros disponibles, mais par les appels à par les euros demandés par les partenaires français sur les appels ciblés. Donc si je reprends mon exemple, vous avez 100 millions d'euros, de disponibles. Les Français demandent pour, 50 millions d'euros et obtiennent 10 millions d'euros.
le taux de succès, il va être de 20 puisqu'on a demandé, 50 et on a obtenu, 10. La part de financement demandée, c'est les euros demandés par rapport aux euros, demandés au total, et la part de financement obtenue, c'est ceux obtenus par les Français divisé par les euros, disponibles. Les données que je m'apprête à présenter dans les 2 diapos suivantes, c'est issu de sources publiques et je vous ai mis les liens en dessous. C'est le SIES, SIES, dont la signification de l'acronyme m'échappe, la sous-direction aux études statistiques, quelque chose de ce tonneau-là, mes excuses à eux, qui font un travail de consolidation, des données, et qui les rendent publiques. Donc si vous posez la question, sur ma destination spécifiquement, sur ma mission, comment ça fonctionne et qui sont les pays, de pouvoir un peu aller, un peu plus loin que les données que je vous présente, c'est des choses qui sont, disponibles, publiques et préparées par nos collègues au ministère. Les résultats, donc la réalité statistique des missions. Donc là, c'est sur la période 2021 à 2024, puisque les données des appels à projets 2025, ne sont pas totalement connues et a fortiori ne sont pas encore traitées. Sur l'ensemble des missions, on a un taux de retour qui est à peu près de 9, ce qui correspond à 81,4 millions d'euros qui ont été récupérés par les partenaires français par rapport à l'ensemble, des financements disponibles sur ces missions-là, et on a une partition, à peu près 50 sur chacune des missions. Donc, en gros 40 millions d'euros récupérés, par les partenaires français sur les appels à projets, de la mission, eau et océan, et la même chose récupérée par les partenaires français sur la mission, sol et santé des sols. Si on regarde le taux de succès, sur la mission océan, on a 37,6, et sur la mission sol, on est à 27. Je vous ai mis sur la droite le taux de succès financement, par pays. Donc là, c'est moyenné avec les 2 missions ensemble, et en fait, ce qu'on voit, c'est que, sur le taux de succès, la France est quand même, dans la photo finish, pour être sur la première marche du podium, face à l'Allemagne, et la Belgique. Pour autant, on n'est pas premier er sur la part captée. Hem, donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais insister. Les Français participent très bien, sur les appels à projets, européens, et on le voit ici, hein, donc un taux de succès qui est, très élevé, donc alors ça reste compétitif, hein, je veux dire, quand on dit qu'il y a un taux de succès qui est autour de 30, on est aussi en train de dire en contraste, qu'il y a un taux d'échec qui est, de l'ordre de 2 tiers. Mais, ne pas confondre taux de retour et taux de succès, parce que sinon on pourrait penser que, le taux d'échec est de 90, ce qui est factuellement faux. Si on regarde, la part des financements demandés versus les financements obtenus, donc là c'est si on revient sur les grandeurs qu'on a présentées avant, hein, c'est, les euros demandés par les partenaires français par rapport aux euros totaux, demandés sur les appels ciblés. On voit que sur l'océan, on demande 8,5 et on obtient un peu plus que 8,5, donc on est, dans la moyenne, si j'ose dire, et au niveau des sols, on demande, encore une fois, entre guillemets, hein, c'est facile d'apporter une appréciation, c'est moins évident d'être, à votre place et d'aller, déposer les projets, mais pourtant c'est ce à quoi on vous invite. Sur le sol, on ne demande donc que, à peu près 5,5 et on obtient 9,2, donc on a eu vraiment, sur 2021-2024, une qualité de dépôt qui était, tout à fait remarquable. Enfin, je voulais juste vous présenter, un graphique qui est toujours issu de la même source, hein, sur laquelle je vous invite vraiment à aller vous positionner, qui nous indique, ici avec un nuage de points, vous avez, en abscisse le nombre de participants par projet, en ordonnée les financements obtenus, et chaque point que vous voyez, c'est une structure, qui est identifiée. Heu, Ça me paraissait intéressant de présenter ça pour plusieurs raisons. Vous avez les lignes en pointillés, qui vous indiquent les médianes. Donc on voit que, le nombre de participants, il est globalement autour de 10-12, partenaires sur un projet, et que la demande de financement, elle est entre 8 et 9 millions d'euros. Donc il y a quelques appels à projets qui sont avec des très gros montants et qui vont tirer, vers le haut, d'autres qui vont tirer un petit peu vers le bas, mais voilà. L'avantage, c'est que là, on a les médianes, et on voit la distribution des points derrière.
Et on voit, bon, mais quelques points, notamment, Wageningen qui dépose, beaucoup et qui, obtient, beaucoup, mais en fait, quand on fait le ratio des 2 c'est pas, si extraordinaire. Voilà, donc je vous invite, encore une fois, c'est plus pour illustrer, vous donner envie d'aller, sur ce portail statistique-là, pour aller, chercher dans votre écosystème spécifique, qui sont les acteurs, qui candidatent bien, comment se positionner, et cetera. Parfait. On a terminé pour cette, partie, introductive. C'était un petit peu long, une quarantaine de minutes, mais je pense que c'était, nécessaire. Et maintenant, je vais vous plonger dans les appels à projets eux-mêmes de la mission, restauration de nos océans et eaux. Sur 2026 et 2027, on a 10 topics avec 9 projets IA et 1 CSA. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, on est vraiment sur une phase de déploiement. On n'a pas du tout, de projet RIA, donc pas du tout de projet orienté recherche, sur cette, fin de programme, des missions au sein de Horizon Europe. Pour un total de budget de 115 millions d'euros. Et donc, bah, les enjeux, on a, je vous ai les mis, sous forme de bullet points sur la droite et sous forme de nuages de mots sur la gauche. Donc restauration systémique des océans et eaux, de l'UE d'ici 2030, protection, de 30 des mers, réduction majeure des pollutions, transition vers une économie, pardon, bleue neutre pour le climat, innovation, données numériques, mobilisation citoyenne, soutien aux territoires locaux et européens. Et finalement, on retrouve ici un petit peu les objectifs spécifiques et puis les enablers qu'on avait, dans la description de la mission. Encore une fois, sur le programme de travail, vous avez un texte qui fait, 3-4 pages et qui explique, le pourquoi de la mission. C'est vraiment important d'en prendre connaissance si vous envisagez d'aller candidater, là-dessus, ça vous évitera de faire fausse route. Et on va, aller sur le premier appel à projet. Donc pour ceux qui sont moins familiers, je vais juste détailler la première fois, le code. Donc vous avez Horizon, donc on est au sein de Horizon Europe. Miss, pour dire qu'on est dans le cadre des missions. 2026, c'est, l'année qui est visée, par l'appel à projet. Donc ça, c'est un appel à projet de l'année 2026 et vous aurez de la même façon, les appels 2027 en suivant. 03 océan, en fait, c'est pour identifier la thématique et la mission sur laquelle on parle. Vous avez, un code différent pour, cancer, un code différent pour climat, un code différent, pour sol, comme on le verra tout à l'heure. Et -01, mais ça, c'est vraiment, ce qui identifie, l'appel à projet lui-même. Une toute petite digression, parce que moi, j'en ai pas, sur la partie océan, mais il me semble qu'il y en a sur la partie sol. Il y a parfois des appels à projets qui sont en 2 étapes et donc auquel cas, on a marqué 2 stage dans le code. Si vous parlez avec vos partenaires, avec vos conseils, avec vos PCN, avec vos cellules Europe de vos laboratoires, du co par code d'appel à projet, si vous êtes sur un appel two stage, ça fait partie du code. Ça peut être parfois source de confusion, de se dire: «Tiens, je travaille sur, le 03, sur le 04, soil, 02», alors qu'en fait, vous êtes en train de travailler sur le 04 soil 02 two stage et donc c'est 2 appels à projets, différents. Donc si j'en reviens à mon premier projet, donc Large Scale Demonstration for Mapping the Distribution and Condition of Marine Habitats to Implement the Nature Restoration Regulation. Donc, les caractéristiques de l'appel à projet, c'est un appel à projet IA. La deadline, elle est au 23 septembre 2026. On vous illustre ici qu'il y a 4 projets qui seront financés et il y a cette petite phrase que vous avez dans le texte en dessous, que vous allez retrouver sur, à peu près tous les appels à projets de la mission Océan. Les projets sélectionnés le seront afin de couvrir plusieurs bassins européens, donc Atlantique, Arctique, un premier, Méditerranée, un second, Baltique et mer du Nord, le troisième, et Danube incluant la mer Noire sur, le quatrième. Donc en fait, les 4 projets que vous avez financés, c'est un par bassin, sur cette liste-là. Par projet, vous avez, un financement alloué qui est, de 7 à 7,7 millions d'euros. Et donc, vous multipliez ça par 4 et vous arrivez autour de 31 millions d'euros pour, ce topic-là. Hem, voilà, après vous avez une spécificité dans cet appel à projet-là, qu'on a symbolisé ici avec ce petit pictogramme FSTP. Donc FSTP, ça veut dire en anglais, Financial Support to Third Parties.
En français, support financier à des tiers et dans le jargon, on parle régulièrement de cascade funding ou financement en cascade. Ce cadre-là, c'est détaillé dans le texte de l'appel à projet, ce pourquoi on vous suggère de l'utiliser. En fait, c'est un dispositif qui vous permet, en tant que lauréat de projet, de financer, des tiers, sur des actions spécifiques. Donc c'est pas de la sous-traitance puisque vraiment, vous faites un petit appel à projet en disant, voilà, je veux, c'est vous qui fixez les conditions, hein. Donc, je veux, une collectivité, qui s'approprie mes outils et méthodologies, pour, travailler sur le dynamisme économique des ports. Et à ce moment-là, vous faites un appel à projet et vous sélectionnez, dans le cadre de votre projet, le meilleur projet que vous allez financer vous. Donc en fait, c'est vraiment, le côté, cascade funding, ça illustre bien ce qui est fait, avec ça. Petite digression, puis ensuite j'en viens au contenu de l'appel à projet lui-même. Le FSTP, vous avez, des ressources, hein, et on vous les communiquera sur, comment le faire. La Commission européenne met en place des guides de bonnes pratiques avec, un document qui synthétise tout ça et puis sur la page du PCN, au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, vous trouverez, des documents qui vous guident là-dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, ou nos collègues du PCN juridique et financier. Hem, un élément important, le Financial Support to Third Parties, vous n'avez droit de le faire que si c'est mentionné dans l'appel à projet. Donc ça fait partie des choses où si c'est pas autorisé, c'est interdit. Ça peut paraître être une lapalissade, mais ça serait dommage d'avoir un projet, inéligible parce qu'on a pensé avoir une bonne idée en mobilisant, du FSTP, alors que c'était pas prévu dans l'appel à projet. Donc cet appel à projet-là, Océan 01, donc vise à démontrer à grande échelle des solutions innovantes pour cartographier les fonds marins et la colonne d'eau, en utilisant des technologies avancées et des approches intégrées. Et donc ce qui est attendu, c'est, collecte, analyse, intégration des données géophysiques, biologiques, environnementales et le développement d'outils. Donc on est encore une fois sur une approche assez terrain, assez opérationnelle. On n'attend pas derrière d'avoir, que des bases de données. On attend derrière d'avoir des vraiment des outils, qui permettent d'améliorer la connaissance des écosystèmes pour soutenir la gestion durable, des ressources. Donc j'ai parlé de la répartition géographique. Il y a également un lien à avoir avec le Digital Twin Ocean. Ça, c'est quand même assez important et donc, de façon logique, on a aussi une problématique sur l'interopérabilité de données, l'innovation technologique, la collaboration entre acteurs publics et privés. Ça, le côté, approche multi-acteurs qui est pas mis en avant comme une condition d'éligibilité, mais qui est quand même malgré tout, importante, dans ce cadre-là. Voilà pour le premier sujet. Autre élément qui va être aussi assez transverse, à chaque fois que vous utilisez des données, notamment satellitaires, il y a toute une liste de ressources qui ont été financées par la Commission européenne et la Commission européenne vous dit qu'il serait de bon ton, d'utiliser les ressources qui sont disponibles. Voilà, c'est quelque chose qui paraît assez évident, qui est mentionné, dans beaucoup d'appels à projets, que j'ai pas détaillé sur chacun des appels à projets pour garder un peu plus de lisibilité, mais qui est quand même assez récurrent. Le second appel à projet, donc de 2026 sur la mission, Océan, Addressing Aquatic Pollution and Biodiversity Loss through Nature Positive Solution from Source to Sea. Donc encore une fois, un appel à projet IA, encore une fois pour le 23, septembre, encore une fois 4 projets financés et la même chose au niveau, des conditions de financement et du FSTP. Donc là, ici, on va cibler, la réduction de la pollution aquatique et on vous liste en quelques-uns. La perte de biodiversité et en mettant l'accent, sur les sources de pollution et leur impact. Heu, donc alors c'est quelque chose où on va essayer de plutôt, traiter le problème, à la source, notamment, en s'appuyant sur des solutions, fondées sur la nature, les nature based solutions. Voilà, beaucoup plus que finalement, traiter juste les conséquences de ces pollutions-là, dans une logique, d'adaptation. On vous liste ici, que vous devez impliquer les parties prenantes locales et régionales et entre autres, on liste des gestionnaires de ressources, des aquaculteurs, des acteurs du tourisme. Donc vous voyez, c'est quand même très large et ça dépasse, l'équation qu'on a souvent dans les projets, collaboratifs du pilier 2 où on a, des laboratoires, des industries. Là vraiment, c'est indiqué qu'il faut aller, très au-delà de ça. Voilà donc bah, comme on disait, à faire, levier sur les connaissances disponibles. On n'est pas, le but, c'est pas de donner 7,5 millions d'euros à des projets pour réinventer, la roue.
Je passe au sujet numéro 3, by fishers for fishers, co-management of marine and freshwaters ecosystems and resources. Encore une fois, un IA pour décembre. Encore une fois, 4 projets financés. Et encore une fois, avec les mêmes ordres de grandeur financiers. Ici, on vous indique le TRL attendu au niveau de la fin. Donc le TRL, c'est niveau de maturité technologie, Technology Readiness Level. Et on vous dit qu'à la fin, il faut être à TRL 6 ou 8. Et donc là, le but, c'est promouvoir la cogestion des ressources par les pêcheurs. Alors attention, on mentionne, c'est, il faut traiter la question des pêcheurs professionnels et des pêcheurs, de loisirs, donc la pêche récréative, hem, en encourageant la participation active dès le début du projet. Donc en clair, ne faites pas un projet de recherche et de sociologue où, dans les 6 derniers mois du projet, vous allez poser la question, aux pêcheurs pour vous leur demander ce qu'ils en pensent. Heu, il y a des chances que si vous faites ça, il y a des gens qui répondent mieux que vous, en impliquant ces parties prenantes dès le début du projet. Voilà, bon après on va chercher donc les pratiques de pêche durable. On va développer des outils, des méthodes, avec une problématique de collecte de données, de monter en compétence le côté, reskilling, qui est important. La gestion partagée, et durable donc des stocks halieutiques. Les modèles économiques viables, je vous en parlais, au démarrage, en illustrant les différents types d'actions, pour les différentes communautés de pêcheurs. Encore une fois, on a notre partition, géographique. Et voilà, donc l'idée, c'est vraiment de concilier, économie et environnement en mettant, les pêcheurs, au centre, de la question. On passe, à l'avant-dernier projet de 2026 sur la mission Océan, donc le numéro 4, Towards a European Network of Ocean Technology Testing Sites. Donc là, c'est une CSA. Donc quand on dit, réseau, de sites, d'essais, pour les technologies bleues, le but c'est pas d'aller, déployer des nouvelles choses, c'est vraiment, comment on se met en réseau? C'est ça la question qui est posée. Et donc pour le coup, sur une CSA, vous avez un seul projet qui sera financé pour, environ 2,9 millions d'euros. Et donc le but, voilà, c'est vraiment de créer un réseau, de sites d'essais et on revoit, le côté innovation même là-dedans. C'est-à-dire qu'on vous dit là-dedans, c'est de mettre en place un réseau européen de tests, mais on pose la question de faciliter l'accès des PME et des startups à ces plateformes pour tester les choses, d'avoir des protocoles standardisés pour que les gens puissent s'en emparer, et cetera. Donc voilà, donc logiquement, collaboration transnationale. Pour le coup, on n'a pas les 4 bassins, parce qu'on n'a pas 4 projets qui sont financés, mais il est évident que, si on fait un projet qui, ne se concentre que sur une zone, heu, les chances de succès seront, vraisemblablement assez faibles puisque, il est probable qu'il y ait en face des projets qui financent, beaucoup plus, largement en termes géographiques et pour reprendre la dernière phrase de ce petit résumé, soutenir la compétitivité de l'industrie européenne. On retrouve bien ici le titre, du pilier 2 de façon, globale. Heu, Avant de passer au dernier sujet, je vois qu'il y a une question, de Coraline. Les diapositives sont-elles mises à disposition pour un partage avec les laboratoires? Oui, bien sûr, ce sera fait en tout début de semaine prochaine, normalement lundi après-midi, heu, sauf problème, mais il devrait pas y avoir de problème. Et donc je passe au dernier sujet, de la mission Océan pour 2026. Regional Sea Basins Components of the EU Digital Twin Ocean. Donc là, bon, un projet IA encore une fois, pour septembre 2026, encore une fois, 4 projets financés de la même façon, avec un budget qui est un petit peu qui est entre 4 et un peu moins de 5 millions d'euros, pour un total de un peu moins de 20 millions d'euros. Et donc là, bah, il y a eu, financé, sur des vagues précédentes, le Digital Twin Ocean. Et donc cet appel-là est vraiment pour, permettre le déploiement de composantes régionales, du, Digital Twin Ocean. Donc évidemment, il faut, intégrer les données, et modèles spécifiques à chaque, locus, garder un lien très fort avec ce Digital Twin Ocean, vraiment pour permettre à cet outil-là de se, déployer, répliquer, tout en gardant, une interopérabilité. Voilà, donc c'est garder le lien avec les stratégies de restauration et de protection des milieux aquatiques de façon, macro, si j'ose dire, tout en, ayant un ancrage, local important. On en a terminé avec les appels à projets de 2026.
et on passe maintenant sur les appels à projets de 2027. Et donc sur 2027, donc la deadline de tous les appels à projets sur la mission Océan, ça va être le 21 septembre 2027 et on retrouve, la même logique avec beaucoup de projets IA. Donc là, ça va être que des appels à projets IA sur 2027. Ils vont tous être pour le 21, septembre. Et vous voyez à nouveau 4 projets financés et c'est, 1 par bassin. Et donc là, on va avoir 8 ou 9 millions d'euros par projet pour un total, de un peu moins de 36 millions d'euros. On retrouve le Financial Support to Third Parties et on retrouve un attendu spécifique en termes de TRL. Donc là, on vous dit qu'en fin de projet, il faut être, à TRL, 6 ou 8. Donc le titre de cet appel à projet, donc Increasing Riparian and Coastal Areas Resilience to Climate Change, including in waterfront cities and Iceland. Voilà, les zones ripariennes et côtières face au changement climatique. Encore une fois, solutions fondées sur la nature, gestion intégrée des risques. Voilà, et donc on vous parle de restauration des écosystèmes, réduction de l'érosion côtière, amélioration de la gouvernance locale. Donc on voit encore une fois, hein, c'est vraiment des projets sur lesquels on dépasse largement la seule technique, puisque la notion de gouvernance est mise en place et fait partie des attendus du projet. Voilà, pas beaucoup plus à en dire là-dessus. Sur les appels à projets 2027, on va passer un petit peu plus rapidement, hein, puisque par définition, vous avez une année de plus pour y réfléchir. Donc s'il y a des questions là-dedans, on aura encore le temps d'échanger là-dessus. Vous pourrez nous solliciter, on pourra faire une analyse ensemble des appels à projets. Euh, Second appel sur 2027, à nouveau avec 4 projets financés, autour de 7,5 millions d'euros pour 31 millions d'euros au total. Circularity of Seafood Supply Chain, donc la circularité dans les chaînes d'approvisionnement des produits de la mer, avec une question de réduction de déchets, d'optimisation, de l'utilisation des ressources et valorisation des coproduits. Donc vraiment le côté qu'on retrouve, régulièrement aussi en économie, circulaire. On parle de nouveaux modèles économiques, on parle de traçabilité et on parle de, mise en place de partenariats, donc vraiment le côté, implantation, dans, la réalité économique des écosystèmes qui est, une part, importante là-dedans. Ouais, voilà, contribuer à une économie bleue, durable, compétitive, réduire l'impact environnemental. Bon, ces phrases-là, si j'ose dire, c'est assez, ça peut paraître assez générique. La façon de le rendre, pertinente et de faire la différence dans vos propositions, c'est ce que je disais au début, faire le lien avec les objectifs spécifiques et les indicateurs de la mission pour dire, «Oui, je contribue à une économie durable et compétitive, mais comment?» Bah, tel objectif, il y a un objectif de 100. Bah, avec mon projet, on va arriver à 110 ou on va arriver à 90 et on explique pourquoi. Troisième projet, pour 2027 sur la mission Océan, Green Circular and Resilient Harbours. Donc ici, on a un peu moins de 6 millions d'euros par projet. On a du FSTP qui va être, possible. Et donc là, l'idée, c'est de vraiment, faire des ports des infrastructures vertes, circulaires et résilientes pour, réduire leur empreinte environnementale, le côté adaptation au changement climatique. Et on vous liste aussi les activités qu'il y a dedans. Alors là aussi, je fais un petit pas de côté sur la lecture des appels à projets. Vraiment, prenez le temps et faites attention, chaque mot doit être pesé. Quand on vous dit: «Il faut traiter, les points A, B ou C», ou alors si on vous dit: «Il faut traiter les points A, B et C», c'est pas du tout la même chose et donc les projets, doivent être, définis en fonction de ça. On vous dit qu'il faut couvrir, les villes et zones côtières intérieures avec un port. Pardon, les villes des zones côtières et des zones intérieures dotées d'un port. Donc là, c'est un et quelle que soit leur activité. Donc on cite comme exemple, des zones avec des activités principalement autour de la pêche ou des zones autour des marinas, de la loisir et cetera et donc il y a des variétés de tailles aussi qui sont attendues. Voilà, pas beaucoup plus à dire si ce n'est qu'au niveau du cascade funding, donc FSTP, de cet appel à projet-là. Est attendu, des réplications, sur des zones, diversifiées. Sur le projet donc Ocean 04 de 2027, Towards Community Driven Business Models, Coastal and Freshwater Sustainable Tourism, 4 projets financés, un par bassin. Un à 1,5 million d'euros financés par projet, donc c'est un peu plus modeste, 6 millions d'euros au total. Toujours sur un projet IA, donc fortement ancré dans, la réalité,
technique et opérationnelle. Et au niveau, du contenu, voilà, on parle vraiment ici, c'est cet appel auquel je pensais quand je parlais de développer, les modèles économiques. On est clairement dedans. C'est-à-dire qu'on est sur 1 million, 1,5 million par projet. Le but, c'est de faire ça, pour aller développer des modèles économiques innovants qui soient pilotés, donc ce qui est marqué, sur vraiment les deuxième et troisième mots du titre de l'appel à projet, à community driven. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de faire travailler des économistes dans leur coin et puis d'aller voir la population ensuite. C'est vraiment, embarquer l'ensemble de l'écosystème pour arriver à coupler, les aspects, économiques, de protection, de restauration même, des écosystèmes, qui sont, vraiment, centraux, sur cet appel à projet-là. Ouais, donc, encore une fois, on va retrouver ici des attendus spécifiques, la viabilité économique, l'impact environnemental positif, en impliquant les citoyens et les acteurs locaux. Dernier appel, sur, 2027, donc le numéro, 04. On retrouve classiquement les 4 appels à projets financés, entre 3 millions et 4 millions d'euros pour un total d'un peu moins de 16 millions d'euros au global. Large scale demonstration of protection, restoration and management of blue forests ecosystems in European sea bassins. Donc voilà, démontrer à grande échelle les solutions innovantes, sur les écosystèmes dits de forêt bleue, donc voilà, les herbiers marins, les algues et les mangroves, dans les bassins européens. Et donc on vous liste effectivement, ce qui est attendu, donc la mise en œuvre de pratiques de restauration actives, comment on fait pour réduire les pressions anthropiques, le développement de cadres de gestion intégrés. On vous dit ici, et je vois que j'ai oublié de mettre le petit logo, je m'en excuse, l'approche multi-acteurs. Donc l'approche multi-acteurs vraiment, encore une fois, quitte à me répéter, je vais le faire une fois de plus, mais ce n'est pas, le but dans les missions. Alors c'est globalement pas le but dans le pilier 2 d'Horizon Europe, mais c'est surtout pas le but dans les missions. C'est pas le but de faire des projets avec, des chercheurs et des industriels uniquement. Si votre consortium, n'inclut pas, des représentants, locaux, des décideurs politiques locaux, des représentants, d'activités économiques, il est quand même assez probable que vous passiez à côté de la question qui a été posée. Voilà, donc et oui, dernière chose, sur ce projet-là, le côté, réplicabilité, il est, très mis en avant, et c'est le cas du reste sur pas mal d'appels à projets de la mission Océan. Le côté réplicabilité, il est pas tout à fait, anecdotique. J'en ai terminé pour la mission, Océan. Je vous propose de passer la main à mon collègue, Vincent qui va nous parler de la mission, Sol. Et donc, bah, détailler comme ça a été fait, la structure et puis ensuite, décrire les topics, un à un. Oui, bonjour à tous. Merci, Maxime pour, le début de cette présentation sur la mission, notamment sur les eaux et les océans. Donc, bah, moi, je vais poursuivre sur la 2e mission qui concerne le cluster 6, sur la santé des sols en Europe. Alors, bon, Maxime t'a expliqué, hein, tout à l'heure qu'il y avait 5 missions, et qu'elles avaient été choisies, de manière assez spécifique parce que c'était des enjeux majeurs, pour la société européenne. Donc, voilà, tout simplement ici résumé, je vais pas tout décrire, mais, les sols, apportent un certain nombre de services dans notre quotidien, à tous les niveaux, que le petit schéma, résume assez bien ici et puis, bah, voilà, on peut y faire le lien avec, les objectifs de développement durable des Nations unies. Donc voilà, donc ils sont essentiels à tous les processus de la vie sur terre et ils apportent donc, un grand nombre de services. Alors le problème, c'est que, bah, les sols sont en mauvaise santé, c'est le bilan qui a été fait et qui est assez catastrophique. D'où la priorité, parce que c'est aussi le moment où on peut faire quelque chose encore. Donc les sols sont massivement dégradés par, les activités, anthropiques, hein, les activités humaines et le changement climatique, notamment orienté par l'homme. Cette situation est aggravée à la fois, par nos actes, mais aussi par un manque d'éducation, de formation et ça représente à la fois, bah, les 2 tiers des sols européens qui sont touchés et quand on parle de sol européen, on a parfois tendance, surtout le fait qu'on soit un peu lié, nous, sur ces thématiques-là, à notre cluster, aux sols agricoles ou aux sols ruraux, mais en fait non, on parle bien de tous les sols
y compris les sols urbains, les friches industrielles, les milieux naturels et cetera. Et l'autre point prégnant, c'est le coût en fait, de cette dégradation des sols. Ça coûte extrêmement cher et donc on a évalué ça à plus de 50 milliards d'euros par an, de coûts pour, notamment pour l'Europe. Donc on a mis en œuvre, enfin on a élaboré plutôt une grande mission avec des grands objectifs, comme pour la mission océan, et eau et voilà. Donc on a des grands objectifs, on a listé 8, avec chacun associé donc des indicateurs de suivi pour mesurer, l'atteinte de ces objectifs. Donc qui vont de réduire la désertification, je ne vais pas tous les lister, hein, mais de réduire la désertification à réduire la pollution des sols, favoriser la connaissance des sols au sein de la société, et cetera. Donc derrière chaque objectif, il y a des indicateurs qui permettent de mesurer. Alors la mission en elle-même, elle est mise en œuvre à travers 4 grands piliers, on va dire. La première, c'est la génération de connaissances, de données, de technologies, donc à travers des programmes de recherche et innovation, donc notamment, les appels et les projets qui sont financés dans le cadre d'Horizon Europe. Il y a ensuite, des laboratoires vivants et les initiatives phares. C'est pareil, Maxime, tu en as déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus sur l'explication. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez plus d'infos parce que c'est pas toujours très clair, hein, quand on n'a pas l'habitude d'aborder ce genre de projet. Donc des initiatives qui ont pour objectif donc de tester, de créer et de démontrer des solutions donc, à grande échelle. Ensuite, il y a une partie observation des sols et contrôle finalement, des avancées de la mission. Pour savoir est-ce que nos sols sont de meilleure qualité au fil des années de la mission. Et puis un volet, davantage communication, formation pour l'ensemble des groupes cibles, que ce soit les utilisateurs, mais aussi bien, les citoyens et l'ensemble de la société. Alors voilà, ça c'est un petit préambule, vraiment léger pour comprendre un petit peu d'où vient cette mission. Si vous êtes là, c'est que vous êtes, déjà sans doute intéressé par l'émission et que vous connaissez un petit peu le contexte. Donc on va rentrer dans le vif du sujet des appels, 2026 et 2027 comme tu as fait, Maxime pour Océan et Eau. Donc on retrouve le même format de présentation, avec, le titre en haut, en dessous donc les petites spécificités, donc CSA là vous êtes bien calés maintenant pour savoir ce que c'est, la date limite de dépôt, le nombre de projets qui seront sélectionnés, le budget par projet, puis le budget global de l'appel. Évidemment, ici on a un seul projet qui sera financé puisque c'est une CSA et puis, bah, je vais avoir des petits pictos nouveaux à vous présenter. Le premier c'est sur les lump sum. C'est pour vous dire que cet appel en fait, utilisera dans le montage budgétaire de la proposition, donc heu, le système des lump sum, ce qui permet en fait d'avoir, une gestion simplifiée une fois le projet mis en œuvre. C'est-à-dire que vous allez, au moment du montage du projet, anticiper absolument l'ensemble des coûts de chaque work package, donc de chaque groupe d'activités du projet. Vous allez donc, non plus identifier complètement, les budgets par partenaire, même si c'est quelque chose que vous pouvez faire évidemment en parallèle. Mais, derrière, vous allez une fois que le projet va être mis en œuvre, s'il est financé, vous allez avoir uniquement à justifier de l'avancée des work packages et de la réalisation de ces work packages, des livrables obtenus et vous n'allez plus avoir de justification financière. Voilà. J'ai terminé ce work package, c'est livrable. La Commission européenne ne vous demandera pas de justificatif. Elle vous versera donc, les financements. Il n'y a plus de rapport financier à produire. Voilà, ça c'était juste pour expliquer le petit picto et vous allez voir qu'on va retrouver, pas mal de fois sur cette mission. Donc, le premier appel, concerne donc, le suivi, en pratique de la santé des sols et notamment les moyens, heu, les moyens à fournir aux différents, utilisateurs et parties prenantes, hein, de ces questions-là, pour échantillonner, pour analyser et puis pour interpréter donc les indicateurs de santé des sols. Donc, l'objectif global, hein, c'est de venir renforcer la fiabilité et puis l'accessibilité des données sur la santé des sols, à la fois pour les laboratoires, les gestionnaires de terre, les conseillers, mais aussi les décideurs politiques, hein. On va voir que sur la plupart de ces appels, en fait, on part de questions très pratiques de terrain, mais derrière, c'est aussi pour orienter, les décisions politiques, les stratégies politiques,
et également, souvent, de nouvelles filières économiques. Donc, l'objectif ou les propositions en tout cas, elles doivent organiser des activités de mise en réseau, de formation des acteurs et puis standardiser les méthodes d'analyse, intégrer des données qui sont variées, ça peut être des échantillonnages, de la télédétection et puis de créer des outils pratiques. Elle doit aussi, promouvoir le partage des données et collaborer avec des organismes de normalisation. Voilà. Alors ensuite, ces données, elles doivent être maintenues, en open access, donc en accès libre et puis, s'assurer donc de la durabilité des résultats et de l'accessibilité de ces résultats, notamment, en s'associant à l'Observatoire européen des sols, dont j'ai parlé un petit peu en préambule, qui va suivre non seulement les indicateurs, hein, de la mission, mais aussi, bah, les résultats et les données qui sont produites par les projets financés par la mission. Voilà, l'objectif, c'est de rendre les sols plus résilients et compétitifs et de réduire les inégalités d'accès des données en Europe. Le deuxième appel pour, 2026, donc on est sur, toujours sur, le 23 septembre 2026. On est sur la même date, hein, de dépôt de projet pour, l'ensemble des appels en une étape d'évaluation pour 2026. Je réexplique pas les pictos, vous les avez au-dessus et il y en a pas de nouveau. Donc ici, on est sur, plutôt, un sujet sur les résistances, pardon, les mécanismes de développement de résistance, anti, microbiens. Donc, étude notamment des voies de transmission, vers l'homme et l'animal et puis, des processus de biosynthèse d'antibiotiques par les micro-organismes du sol. Donc les objectifs, c'est d'étudier les sources et les dynamiques de ces résistances antimicrobiennes, selon les usages actuels des sols et puis en particulier donc les pratiques agricoles. Donc on va analyser le rôle des sols dans la diffusion des gènes de résistance, l'exposition des humains, et des animaux, enrichir les bases de données donc sur les gènes liés aux antibiotiques et puis identifier des nouvelles, molécules d'intérêt pharmaceutique, élaborer des lignes directrices pour les décideurs et gestionnaires de terre, sensibiliser les citoyens à l'importance de la biodiversité des sols et puis, est mentionné dans l'appel donc une collaboration interdisciplinaire qui est exigée. Donc on va avoir à la fois des spécialistes peut-être, aussi bien, de l'analyse, du sol, que de la santé humaine. 3 appel, donc on retrouve, à nouveau une CSA. On est ici sur, l'amélioration donc des écosystèmes régionaux de recherche et d'innovation, qui sont, centrés sur, les utilisateurs pour la santé des sols en Ukraine. Donc c'est un appel spécifique dédié vraiment aux sols en Ukraine et pour, bah, favoriser la coopération entre chercheurs et praticiens et décideurs, pour les questions de dégradation des sols, à la fois pour tout ce qui est pollution, érosion, mais également tout ce qui est contamination due à la guerre. Donc, les activités qui sont attendues, c'est la cartographie des acteurs, locaux et des initiatives qui sont existantes, identifier les lacunes, et les manques, donc en termes de connaissances, via des approches transdisciplinaires, développer des stratégies de transfert de savoir et de formation, donc entre les pays, hem, extérieurs à l'Ukraine et les régions ukrainiennes concernées. Créer des hubs régionaux qui vont servir de plateforme en fait, bon, pour partager les connaissances et les bonnes pratiques et puis donc proposer, des recommandations sur des pratiques durables et des technologies innovantes. Ce qui est important de noter, c'est qu'évidemment, les activités doivent se dérouler hors des zones de conflit actifs et il doit y avoir des liens donc avec d'autres projets qui pourraient être sur les mêmes sujets, et notamment, d'autres projets issus de la mission, donc impact pour les sols en Europe. Le quatrième appel, concerne donc, la gestion durable, des sols et notamment, heu, l'exploitation donc des expérimentations à long terme, et des données issues donc de ces expérimentations, associées à des, systèmes d'aide à la décision, à base d'intelligence artificielle. Donc là, l'objectif, c'est d'harmoniser et de favoriser l'interopérabilité donc des méthodes de collecte et d'intégration des données de ces expérimentations. D'obtenir des accès facilités pour les scientifiques, les décideurs, les gestionnaires, de sol. Donc,
Les projets devront standardiser les protocoles de collecte, créer des bases de données interopérables, heu et puis développer des plateformes en open access via notamment, des outils, utilisant, l'intelligence artificielle. L'idée derrière ça, c'est de générer des modèles, hein, prédictifs, pour offrir, des conseils qui soient personnalisés, aussi bien pour, les utilisateurs de terrain que pour des décideurs politiques également, heu, pour, heu, pour développer, des politiques à venir. Alors ces plateformes, elles doivent notamment, être constituées ou en tout cas être nourries par, 50, heu, expérimentations ou données, groupes de données issus d'expérimentations long terme, qui doivent couvrir des, régions pédoclimatiques, variées. Donc là, il faut aller vraiment, toucher des régions qui soient complémentaires. Tout à l'heure, Maxime parlait de certains pays, qu'on allait chercher, pour des mauvaises raisons. Là, typiquement, on va aller en chercher pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que, il faut vraiment essayer de couvrir l'ensemble des régions pédoclimatiques et d'avoir du coup, évidemment, des pays qui soient, de régions, géographiques, qui soient assez variées. Et puis, donc pour terminer, former une communauté open source et soutenir le développement d'applications IA, ça c'est, pour, la mise en œuvre sur le terrain. Alors, si juste pour revenir sur la dernière diapo, je vois que j'avais plein de pictos que j'ai pas présentés. FSTP, tu l'avais déjà fait. Lump sum, j'ai déjà fait. MAA, c'est pour les approches multi-acteurs, donc ça, tu en as déjà parlé aussi, mais voilà le petit lien et le petit, la petite, heu MapMonde là, c'est pour la coopération internationale, qui est spécifiée dans cet appel. Il y a notamment, la coopération avec, l'Afrique qui est mentionnée, c'est-à-dire qu'il faut avoir des données notamment, et des projets, qui ont un lien avec des situations et des régions pédoclimatiques, également africaines. Voilà. Heu, voilà pour, cet appel, on est sur un appel évalué en 2 étapes. Donc on a une première étape qui sera au mois d'avril, donc ça va venir très vite et puis si on passe donc la première étape d'évaluation, on sera ensuite sur une proposition complète qui sera à fournir au début septembre, mi-septembre. Alors là, on est sur les Living Labs, pour, la santé des sols qui concerne, les régions alpines ou atlantiques. Donc on a 2 projets qui vont être financés, un 12 millions, un 24 millions. Il est clairement précisé donc, l'un des projets concernera plutôt les régions alpines et l'autre la région atlantique. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas toucher les 2 régions dans chaque projet, mais qu'il faut faire un choix. Pour chaque projet et pour chaque région choisie, il faut néanmoins impliquer au moins 3 pays, heu, pour, heu, pour, toucher, des régions un petit peu différentes et répartir un petit peu ces living labs. Voilà, on est sur la question de la santé des sols au sens large, donc avec des objectifs globaux qui sont état des lieux initiaux, heu, enfin état des lieux initial plutôt, mesurer les améliorations en utilisant et en établissant des indicateurs, évaluer la viabilité, que ce soit technique, sociale, économique, culturelle, environnementale des solutions proposées. L'objectif, c'est d'avoir toujours, hein, sur les Living Labs, le côté co-création, tester en conditions réelles et puis, l'idée d'avoir une pérennité, une reproductibilité aussi des essais et des tests et des démonstrations qui sont faites. Voilà, donc on est sur une approche participative, un échange de bonnes pratiques et puis une pérennité au-delà du financement européen. Hein, les projets peuvent avoir une certaine durée, mais on peut avoir, une vision à plus long terme et avec notamment le développement de nouveaux modèles économiques, qui puissent être durables. On a des collaborations qui sont précisées également, je l'ai peut-être pas mis sur chaque, slide, mais avec d'autres projets, qui sont des projets, aidants, en fait, à la structuration des living labs ou à la mise en œuvre des living labs, donc comme le projet SOIL ou, l'Observatoire européen donc sur la santé des sols. Autre living lab, attendu, ici on est plus sur une zone, géographique
sur des zones géographiques, mais on est sur, les questions de type de territoire. On est sur des à la fois sur des sols forestiers ou des sols naturels ou semi-naturels. Donc là, même combat que pour l'appel précédent. On a un projet qui sera financé pour les sols forestiers et un autre sur les sols naturels ou semi-naturels. J'en profite pour dire également que si vous voulez aborder une question des sols forestiers en milieu alpin, ça va pas fonctionner si vous allez sur cet appel-là. Il va falloir aller sur l'appel géographique. Donc vous devez choisir l'appel en fonction du thème que vous portez. Hem, voilà, sinon les questions demandées, hein, sur les Living Labs, ça va être globalement les mêmes, donc on peut passer relativement vite. Heu, un appel conjoint, c'est le dernier appel 2026. C'est un appel conjoint entre 2 missions. La mission, donc santé des sols et la mission, lutte contre le changement climatique. Ici, c'est des démonstrations de solutions donc pour, améliorer la résilience des sols lors d'événements, climatiques extrêmes et notamment, pour soutenir donc la sécurité alimentaire en Europe. Donc, les propositions, devront, développer, tester, des solutions notamment agroécologiques fondées sur la nature, donc pour renforcer la résilience des sols face aux événements climatiques extrêmes. Heu, voilà, on doit avoir donc, adopté une approche systémique, qui est reliée à l'exploitation agricole, les paysages, également toutes les questions de gouvernance autour de ces territoires. Donc, l'objectif final, c'est bien de contribuer à la sécurité alimentaire et notamment, de préserver, la productivité des sols, la réduction de la volatilité des rendements et donc, favoriser la sécurité alimentaire au global. Hem, les projets doivent mettre en place un cadre transdisciplinaire. Ça, c'est, aussi quelque chose qu'on retrouve, hein, dans beaucoup d'appels, notamment les Living Labs qu'on a vus, juste avant. Mais dans les missions, on a très fréquemment aussi, la question de transdisciplinarité, d'interdisciplinarité, qui est mentionnée. Mise à l'échelle des solutions, déploiement des modèles économiques innovants et puis évaluer l'impact climatique sur les services écosystémiques de sols requises, ainsi que la diffusion des bonnes pratiques via l'identification notamment d'au moins 3 régions productrices. C'est-à-dire que vous allez au départ avoir minimum de 3 pays dans lesquels vous allez tester, vous allez démontrer, les systèmes, que les solutions que vous souhaitez développer et vous devez anticiper en fait des régions qui vont reproduire ces solutions que vous aurez testées. Elles sont pas obligées d'être impliquées directement et faire des activités pendant la durée du projet, mais elles doivent être en accord avec ce qui va être fait et prêtes, en fait, à capter les résultats du projet pour pouvoir les mettre, en œuvre et les tester, une fois le projet terminé. Voilà, on passe aux appels 2027. On retrouve, des living labs, donc des laboratoires vivants sur, des zones géographiques, donc zone continentale de la mer Noire, zone pannonienne et zone steppique. Donc là, on est sur l'Europe centrale, et continentale. Donc vous devez là aussi choisir, soit, l'Europe continentale, soit vraiment autour de la mer Noire. Et on va avoir les mêmes types de demandes, hein, donc je passe relativement vite. On est sur un appel évalué en 2 étapes là aussi. Sur l'appel suivant, on est encore sur, un living lab. Ici, on est sur un sujet sur le sujet de, l'eutrophisation due à l'agriculture et donc notamment, tout ce qui va concerner, la santé des sols et l'incidence donc, sur, la qualité et la santé donc, des eaux douces. Donc donc voilà, il faut étudier, donc il faut mettre en œuvre des laboratoires vivants à l'échelle de petits bassins versants, donc spécifiques et identifier notamment clairement l'ensemble des défis qui sont liés à cette eutrophisation, de l'amont à l'aval. Donc, on va aller, établir des lieux, des états des lieux, mesurer les améliorations en utilisant des indicateurs et puis évaluer la viabilité des solutions proposées, comme dans les autres Living Lab. Si on poursuit, un appel
Cette fois-ci, action d'innovation sur, la santé des sols en agroforesterie, à l'échelle, du paysage. Les projets financés doivent co-concevoir, co-développer et tester des systèmes agricoles, agroforestiers adaptés au contexte local avec une approche paysagère, donc qui démontre son amélioration, enfin l'amélioration plutôt, ou sa contribution à l'amélioration de la santé des sols. Donc l'idée c'est d'évaluer et de surveiller l'impact des pratiques agroforestières sur la santé des sols, en établissant notamment des bases de référence des conditions du sol et pour essayer de mesurer comment ne pas s'éloigner de ces bases de référence et puis, éventuellement les améliorer. Voilà, après on est sur le même type, de demande. Donc tu peux passer au suivant. Merci Maxime. Un autre appel en 2 étapes sur, la santé, donc là c'est un appel qui est en lien avec la santé humaine et la santé des sols. Là, on est vraiment proche de 2 thématiques, encore et le projet va mettre, en œuvre des activités de recherche participative pour impliquer des populations qui vivent ou travaillent à proximité immédiate de sites pollués ou potentiellement pollués. L'objectif, c'est de cartographier, d'identifier les maladies humaines et autres problèmes de santé, heu qui sont la conséquence, on va dire, de vivre ou de travailler, dans ces zones. Donc il va falloir étudier aussi bien les facteurs directs, ça peut être donc le contact direct avec le sol par exemple, par la peau, également des facteurs qui peuvent être indirects comme la consommation d'aliments ou des impacts psychologiques également. Les projets doivent impliquer, les entités qui émettent ces pollutions pour les encourager à trouver des stratégies et des solutions pour la réduction, et les sensibiliser à ces sujets. Une approche interdisciplinaire est demandée, notamment incluant les sciences humaines et sociales. Donc, heu, alors quand on dit, inclure notamment les sciences humaines et sociales ou inclure les sciences humaines et sociales, ça veut dire, ne pas les rajouter à la fin du montage du projet: «Ah tiens, il me manque, un partenaire, SHS», mais c'est bien dès le début du montage, hein, les intégrer parce que, l'ensemble des activités traitées dans le projet, eh bien, ont un lien direct avec, ces thématiques de recherche. Autre appel en 2 étapes et heu et qui concerne des solutions, le développement de solutions biotechnologiques, pour exploiter le microbiome du sol, donc identifier, développer, tester, valider des solutions biotechnologiques. Quand on parle, de microbiome du sol, on va penser notamment, par exemple, aux nouveaux engrais biologiques ou à des inoculants, microbiens qui vont assainir, restaurer, améliorer la santé et la productivité des sols. Heu, c'est important, et c'est bien précisé pour la productivité des sols. Donc les projets doivent, aborder les sujets de biorémédiation, des sols contaminés, typiquement, par exemple, contamination par des métaux lourds, par des produits pharmaceutiques, les PFAS, dont on parle beaucoup, actuellement. Mais ça va être aussi, les sujets de l'augmentation du stock de carbone organique dans le sol, l'amélioration de la structure du sol, pour accroître la biodiversité et puis, les questions de rétention d'eau, de disponibilité des nutriments. Donc les projets doivent évaluer les impacts économiques, sociaux et environnementaux, pour favoriser le développement des solutions proposées, la compétitivité et la productivité de ces sols agricoles. On parle bien de sol agricole ici. Autre appel, sur, les processus, passés, de dégradation des sols. Donc ici, on a aussi un projet très interdisciplinaire et qui va concerner notamment les sciences humaines et sociales, puisqu'on a notamment un volet, historique, qui est assez prononcé. Étudier les déterminants et les conséquences socio-économiques, culturelles, des processus passés de dégradation des sols. À partir de différentes sources d'informations, hein, ça peut être, des documents historiques, ça peut être des archives, ou des données archéologiques, des archives, sédimentaires, des échantillons de sol ou de plantes,
Et ensuite, il va falloir valider des méthodologies qui permettent d'étudier donc la santé des sols dans le passé, et de mettre en œuvre ou de tester, des technologies ou des techniques, qui sont, heu, qui sont connues ou qui sont à développer ou à peaufiner comme l'ADN ancien, les analyses sur le pollen, les spores, les radionucléotides environnementaux, et cetera. Il faut aussi développer des outils et des, modèles prédictifs, donc outils numériques. Coopération internationale ici avec la Chine qui est, souhaitée. Donc il faut savoir, hein, Maxime, tu l'as déjà dit aussi, mais lorsqu'il y a un conseil qui est donné, hein, dans les différents sujets, c'est une obligation pour pouvoir ne pas partir avec des points de retard par rapport à ses concurrents. Dernier appel, sur, la mission Sol, c'est un appel commun avec la mission Cancer. Donc là aussi, lien entre santé humaine et santé des sols. On est sur la mise en place de Living Lab à nouveau et la volonté donc de créer des laboratoires vivants pour la co-création de solutions de remédiation, de la contamination des sols par des substances cancérigènes. D'une part et d'autre part, notamment donc l'étude du transfert de ces substances vers l'homme. Donc, à la fois la co-création des solutions et aussi l'évaluation donc et l'étude du transfert de ces substances vers l'homme. Donc 3 pays qui doivent être, impliqués, minimum. Bon, de toute façon, hein, ça couvre l'éligibilité, hein, ce que tu disais, donc c'est quelque chose qui est reprécisé dans ces appels-là, mais qui de toute façon est forcément couverte par le critère d'éligibilité des projets collaboratifs. Hem Il faudra étudier notamment l'impact à long terme sur l'incidence, la mortalité et la prévalence du cancer chez l'homme dans ces régions. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a peut-être plus de cancer chez l'homme dans ces régions et l'impact, justement de la pollution du sol, sur la santé humaine. Analyser des fractions biodisponibles des contaminants, leur bioaccumulation potentielle dans les cultures, en particulier. Identifier les voies d'exposition, les plus critiques et puis, au sein de ce qu'on appelle le nexus, sol, eau, air et leur mobilité et leur absorption, dans la chaîne alimentaire. Voilà, pour faire assez rapide. Si on passe, je crois, ensuite, voilà, Ouais, on on a va, terminé. Je te laisse, je te redonne la main, ouais, c'est Maxime. donc là, on est arrivé, à l'heure qui était prévue et finalement, on a été un peu plus, bavard que prévu. Ce que je vous propose, là, nous, on va continuer au-delà, mais s'il y a des gens qui doivent couper, de toute façon, le replay sera disponible. Donc s'il y en a qui doivent nous quitter, on vous souhaite une bonne après-midi, puis on va, poursuivre la fin un petit peu rapidement. Hem, Simplement quelques éclairages, au-delà de tous les appels qu'on vient de présenter. Encore une fois, merci, Vincent, pour avoir fait ça avec moi. On a les partenariats, européens dans le cadre du cluster 6 qu'on vous a listé ici, qui ont en fait chacun, des thématiques spécifiques. Donc il se peut que vous soyez intéressé, non seulement par les sols et les océans, mais il peut aussi y avoir, d'autres partenaires, qui vous intéressent. Je pense notamment au Water for All, Sustainable Blue Economy Partnership, Biodiversa, Agriculture of Data. Voilà, il y a des choses qui existent, donc ça vaut le coup de se plonger dedans. Si vous ne connaissez pas ces dispositifs, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous. Hem, on a, cette diapo-là qui sera, pareil disponible lundi, hein, avec, des ressources disponibles, et un calendrier synthétique par rapport à ces appels à projets. Quelles étapes maintenant? Alors je prends juste rapidement la question effectivement, d'Annabelle Levert, qui aimerait savoir s'il y a des initiatives de mise en relation de partenaires. Oui, nous en tant que PCN, on a une vision qui est, certainement pas exhaustive, mais qui est, relativement au-dessus de la mêlée, donc on a un niveau d'information peut-être un peu plus élevé. Si vous avez des intérêts à participer à un projet, vous pouvez nous contacter. On peut vous transmettre une fiche partenaire dans laquelle vous dites: «Voilà, mon expertise c'est ça, mon intérêt c'est ça, l'appel sur lequel je vais aller c'est ça». Et on va, diffuser ça dans notre newsletter et puis on peut éventuellement vous mettre en relation avec des consortiums, dont on a connaissance ou des coordinateurs de projets qui cherchent vos expertises. Modulo, il faut qu'ils acceptent parce qu'en termes de RGPD, puis simplement de confidentialité, on peut pas, diffuser aux 4 vents, toutes les informations qu'on a sur qui participe à quel appel à projet. Mais oui, c'est une partie, j'allais dire, même importante du travail des PCN
de justement faire cette mise en relation de partenaires. Et puis au-delà de ça, il y a, des événements, ce qu'on appelle de brokerage, et je vais en parler dans 4 diapos sur, une CSA qui rassemble les PCN, du cluster 6. Et il y a la même chose sur les missions, où il y a des événements de réseautage qui sont sur site ou en ligne, et qui en général sont appuyés sur la plateforme B2Match et sur lesquels les accès sont ouverts jusqu'à la veille des dépôts. Donc c'est des plateformes sur lesquelles vous pouvez aller vous positionner, vous pouvez chercher, des partenaires. Donc oui, de la mise en relation avec des partenaires, ça existe, sachant que malgré tout, il y a un côté, déceptif récurrent et sur lequel je préfère être, clair tout de suite. Des partenaires qui cherchent des consortiums, on en a beaucoup, mais à partir du moment où il y a pas de coordinateur, c'est compliqué de faire émerger un projet s'il y a pas de point de cristallisation, pour les chimistes qu'il y a autour de la table. Donc voilà. J'espère que ça répond à la question et si c'est, une réponse incomplète, faut pas hésiter à revenir vers nous pour qu'on aille, un peu plus en détail là-dedans. J'en reviens à mon support, parmi les choses qu'on vous recommande, se positionner comme expert évaluateur pour la Commission européenne. En fait, il y a pas de meilleur exercice pour comprendre comment sont évalués les projets que de le faire soi-même. Vous inscrivez sur le portail de la commission. C'est une inscription qui dure assez longtemps. Vous pouvez mettre à jour vos profils. Si vous voulez le faire, il y a les 2 liens en dessous qui seront cliquables sur le support avec, des recommandations sur comment bien remplir son profil et typiquement les mots que vous utilisez sont importants puisque la Commission européenne va chercher des experts en cherchant par mots-clés et puis le lien, directement pour s'enregistrer comme expert. Le saut que ça va vous faire en termes de connaissance, du fonctionnement, versus le temps que ça va vous prendre vaut vraiment le coup. Vous êtes pas certain d'être sélectionné comme expert, mais par contre remplir son profil, en le faisant très bien et consciencieusement, c'est un coup de 1 heure et demie, quoi. Donc encore une fois, par rapport à la connaissance que ça peut vous apporter, on ne saurait que trop vous le recommander. Deuxième chose, dans le côté, appui et bonne connaissance de l'écosystème, monter un projet, c'est pas toujours simple, et donc si vous êtes coordinateur de projet en étant une structure de type laboratoire de recherche public, il y a l'ANR qui propose un dispositif qui s'appelle MRSEI, donc montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux. L'idée, c'est que vous pouvez aller demander jusqu'à 36 000 € sur 24 mois. Donc vous voyez, on a traité les sujets 2027 et 2026 aujourd'hui. On est exactement dans l'actualité. Et donc, avec cette enveloppe-là, vous pouvez, payer des frais de mission pour aller rencontrer, vos partenaires, pour aller, visiter des installations, et puis si nécessaire, des frais de montage externe. Voilà et donc il y a, une deadline, en le 6 février 2026, donc c'est quand même très proche. Hem, le dossier est quand même relativement léger pour candidater. Donc on ne saurait que trop, vous y inviter et là encore, si vous avez besoin, d'aide ou d'éclaircissement, n'hésitez pas à revenir vers nous pour vous y aider. Vous avez, et je vois qu'il nous manque une diapositive, je vais juste en parler ici rapidement. Il y a également la même chose qui existe si vous êtes PME. BPI France propose un dispositif qui s'appelle le Diagnostic Partenariats Technologiques Internationaux, qui permet là aussi de cofinancer pour moitié l'accompagnement, par un cabinet de conseil agréé. Donc là, vous contactez BPI, vous dites: «Voilà, je veux me positionner comme coordinateur là-dessus» et ils vous financent la moitié d'une prestation à concurrence de 12 500 € si vous êtes coordinateur et de 5 000 €, si vous êtes, partenaire, important du projet. Ça, c'est simplement pour vous l'avoir, en sous-main et le mettre dans vos favoris, quand vous aurez lu la présentation et cliquer sur le lien. Donc ça, c'est le site du PCN Bio-Environnement sur le site du PCN du ministère. On émet des flash infos, on a une liste de diffusion générale et une liste ce qu'on appelle les relais Horizon Europe. On envoie la newsletter aux 2 listes et simplement les relais Horizon Europe, on essaie de temps en temps de faire des discussions pour avoir des échanges, qui soient, informels et actifs. Donc on attend, des gens qui participent au relais d'être, effectivement des relais, moyennant quoi on se préserve des temps d'échange autour de l'actualité des projets européens et des questions qui peuvent émerger. Et encore une fois, le lien en dessous est cliquable pour aller vous inscrire sur la liste. Les CSA, on a parlé beaucoup de CSA, enfin on a parlé 2 fois, de CSA sur les topics, de nos missions.
Il y a, pour information, une CSA des PCN européens. Donc en fait, c'est un projet qui rassemble les PCN des différents pays, sur les thématiques. Et donc il y a NCP for Missions qui, rassemble les PCN sur, l'ensemble des missions. Donc il y a 19 partenaires. C'est un projet qui dure sur 67 mois, grosso modo, jusqu'à la fin de Horizon Europe tel qu'on le connaît. Donc voilà, c'est de la même façon que celle que je vais présenter après. On a vocation à, proposer des informations, des formations, services de recherche de partenaires pour reprendre un peu la question que faisait Annabelle. C'est quelque chose qui se fait aussi au niveau européen, sur l'ensemble des missions. Et donc Care for Bio, qui est la CSA des gens du cluster 6, donc bio-environnement. Voilà, de la même façon, un budget similaire, 26 partenaires et avec les mêmes types de services, proposés. Enfin, quelques ressources utiles, simplement à rassembler les différents, liens. Vous retrouverez certains qui ont été, mentionnés avant et vous aurez également les liens vers les ressources, du PCN juridique et financier. Parfois on se pose simplement des questions, les documents de la Commission européenne sont, certes complets, mais parfois un petit peu hermétiques à la première lecture. Le PCN juridique et financier, met quelques ressources à disposition pour faciliter, l'embarquement, auprès de ça. Et puis enfin, moi je vous remets, le profil de l'équipe du PCN Bio-Environnement. Encore une fois, hésitez pas, à venir vers nous pour, toute question. Je vais, couper l'enregistrement